Comment faire en sorte que mon client me paye cette facture? Ça, c'est une question qu'on se pose trop souvent quand on a une société. Et Alexandre Bardin, qui est un sérieux entrepreneur, y a été confronté à de multiples reprises. Il a même failli couler une de ses boîtes à cause de ça, de clients qui ne payaient pas leurs créances. Et il a trouvé des solutions. Et il va nous expliquer déjà dans un premier temps comment éviter de se retrouver dans cette position fâcheuse, et dans un deuxième temps, comment, une fois qu'on est dans cette position fâcheuse, arriver à faire en sorte que le client paye la facture. Et ça, c'est tout de suite après le jingle. Startup Session. Quand est-ce que je me paye pour mon jingle, moi? Bonjour Alexandre. Bonjour Serge. Écoute, je suis très content de pouvoir présenter avec toi qui tu es, ta société et ta solution. Parce que j'ai utilisé ta dernière solution, la solution de ta dernière société avec grand bonheur, et on va en reparler un petit peu tout à l'heure. Donc, mais j'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi, que tu te présentes en sachant que tu es un exemple de ce qu'on appelle un serial entrepreneur. Donc, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu quelles ont été tes précédentes activités jusqu'à maintenant, et puis après, on va revenir sur ce que tu fais actuellement. Pas de problème. Bah, écoute, j'ai 32 ans et en effet, c'est ma troisième société. J'ai commencé par une société dans l'accompagnement des TPE et des PME sur les réseaux sociaux Ouais. il y a 8 ans. Et à ce moment-là, il y avait un grand engouement et un vrai besoin pour accompagner pas mal de chefs d'entreprise sur les réseaux sociaux. Et j'avais une spécialisation sur les restaurateurs. J'ai arrêté cette société au bout de 2 ans parce que je n'avais pas spécialement envie de faire ça toute ma vie. Et puis surtout, je pensais que la génération qui allait devenir la génération dirigeante aurait besoin peut-être un petit peu moins d'accompagnement sur les réseaux sociaux puisque c'est beaucoup plus naturel pour nous, entre guillemets. Ensuite, j'ai Parce lancé une que épicerie. ça veut dire que tu accompagnais les personnes âgées, entre guillemets, Un petit peu ça. par rapport C'était aux un réseaux petit peu sociaux. ça, avec des gens qui avaient très peu d'affinité avec les réseaux sociaux, notamment avec Facebook. Donc, on aidait à développer leur visibilité sur ce réseau principalement pour développer leur chiffre d'affaires. Ok. Donc, après cette activité-là, j'ai lancé une activité dans l'épicerie fine. Donc là, c'était un e-commerce qui permettait tout simplement d'acheter des produits d'épicerie fine auprès des meilleurs artisans de France. Mhm. Donc, on distribuait quasiment 5000 produits avec un modèle de dropshipping. Donc, on jouait vraiment sur le côté made in France, des produits de terroir, donc quelque chose qui était très, très, très en vogue. Ça s'est très bien développé. On a eu beaucoup de clients et on était à la base qu'en B2C. Et à un moment, avec beaucoup de concurrence, parce qu'aujourd'hui, il existe énormément d'épiceries fines en ligne, mais ce n'était pas forcément le cas à l'époque. Et donc, du coup, on s'est diversifié en créant une branche B2B où nos clients étaient des hôtels, des restaurateurs, des cavistes, des épiceries fines. Et donc là, on avait un petit peu le rôle de grossiste, en fait. Et c'est là que j'ai découvert le problème des impayés, puisque pour répondre aux besoins de ces clients-là, je devais accorder des délais de paiement, comme c'est la norme, en fait, dans les relations B2B. Et donc, du coup, j'ai accordé des délais de paiement, mais sans vraiment m'en soucier, parce que jusqu'à maintenant, je n'avais jamais eu le moindre problème. Alors, on va y revenir un peu après parce que j'aime bien tout le processus créatif que tu as Ouais. eu, mais dans ta précédente structure ou dans tes précédentes structures, tu as fait des levées de fonds ou comment ça s'est passé ou tu étais Oui. en... Alors, dans la deuxième société, donc l'épicerie fine, j'ai fait une levée de fonds, Ouais. quasiment 600 000 euros, à peu près, qui a été faite en 2 tours Mhm. auprès de Business Angels. D'accord. Et c'était une marketplace ou c'était... Absolument. C'était un principe de marketplace en dropshipping. Donc, on ne gérait pas la logistique. Nous, on gérait l'offre et l'acquisition. Ok. Alors, on va revenir au processus créatif parce que j'adore savoir comment les gens ont trouvé leurs idées géniales de start-up. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé effectivement pendant l'activité de cette Écoute, du société? coup, branche B2B qui est créée au bout de 3 ans, 4 ans, à peu près 3 à 4 ans d'activité, on ouvre une branche B2B. Et donc, du coup, pour répondre aux besoins de la clientèle B2B, on commence à accorder des délais de paiement. Donc, moi, je m'en soucie absolument pas parce que je voyais vraiment pas où était le problème. J'avais jamais eu de problème d'impayé jusqu'à maintenant. En plus, sur la plateforme B2C, les clients payaient en carte bleue directement sur la plateforme et en fait, on envoyait les produits avant même de les payer. Donc, à ce niveau-là, on n'avait jamais eu le moindre problème. Et donc, du coup, on lance cette offre-là qui rencontre un succès assez rapide puisqu'on commence à avoir pas mal d'épiceries, d'hôtels, de restaurants qui commandent avec des paniers beaucoup plus importants que ce qu'on pouvait avoir sur la plateforme B2C. Et là, on envoie les produits, on laisse entre guillemets couler sans vraiment, vraiment faire attention au délai de paiement. J'avais vraiment pas l'œil dessus.
Et assez rapidement, au bout de 4-5 mois, je me rends compte qu'il y a quand même un souci parce qu'on est censé encaisser au bout d'un mois et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Je dois beaucoup relancer, je dois me mettre dedans à fond, créer des systèmes de relance et tout, mais malgré ça, ça ne fonctionne pas forcément super bien au niveau de l'encaissement. Et il y a un moment, en fait, il y a la période de Noël qui arrive. Donc là, énormément de commandes qui passent, un gros volume d'argent. Donc nous, un peu bêtement, je dois dire, on préfère faire du chiffre d'affaires que se poser la question de est-ce qu'on va l'encaisser ou pas. Surtout que c'est le rush, on est une petite équipe. Et donc, du coup, on envoie beaucoup de produits pour beaucoup d'argent sans l'encaisser. Et à un moment, à la rentrée du coup du Noël, enfin à la rentrée début janvier, après le Noël qu'on avait passé, je me mets vraiment à fond dans le recouvrement de mes créances. Et donc là, je commence à faire appel à des solutions parce que tout seul, j'y arrivais absolument pas. En tout cas, j'avais de très mauvais résultats. Je commençais à brouiller ma relation avec mes clients parce que ça devient un peu irritant et stressant parce qu'au bout d'un moment, on se dit que la boîte ne va pas forcément tenir si on n'encaisse pas d'argent. C'est quand même le nerf de la guerre. Et donc, du coup, je fais appel à des solutions de recouvrement. Alors, je découvre un marché parce que moi, je ne savais vraiment même pas ce que c'était que le recouvrement de créances en vrai. Je ne savais pas vraiment comment ça fonctionnait, la différence entre l'amiable, le judiciaire et tout ça. Et je fais appel tout simplement comme tout le monde en tapant recouvrement créances dans Google et je regarde ce qui existe et je vois plusieurs sociétés qui ressortent, plus ou moins grosses, avec plus ou moins de présence digitale, plutôt moins que plus d'ailleurs, et avec des méthodes qui sont à peu près toujours les mêmes. Et ce qui m'a un peu marqué au début, c'était un peu l'opacité. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de mal à comprendre combien ça allait me coûter, combien de temps ça allait durer et par où on allait passer. Et au final, je commence à faire appel à une première société de recouvrement. Et là, je ne suis pas satisfait parce que je n'ai pas de tableau de bord, je ne sais pas combien de temps ça va durer. On me prend le dossier, mais on ne m'en prend pas certains parce que j'ai des factures qui sont pour certaines inférieures à 1 000 euros, d'autres qui sont parfois un peu trop vieilles ou avec des débiteurs qui ne sont pas éligibles. Enfin, c'est un peu compliqué. Et on revient me voir en me disant écoutez, la phase amiable n'a pas fonctionné. Donc maintenant, il faudrait passer à la phase judiciaire. Et la phase judiciaire, en fait, c'est des frais. Je pense qu'on y reviendra après, mais ça coûte un petit peu d'argent, c'est beaucoup de temps. Et donc, du coup, ça ne correspondait pas forcément à ce que je recherchais. Et bref, au final, j'écume vraiment pas mal de solutions, même beaucoup. Et je me rends compte qu'il n'y a pas forcément ce que je recherche sur Internet. Et c'est là que vient un peu l'idée de pourquoi pas se lancer sur ce marché-là, parce que je pense que c'est un marché qui est très porteur. Il y a des chiffres qui sont incroyables. Chaque année, tu as plus de 50 milliards d'euros de factures qui ne sont pas payées. 50 milliards en France? Ouais, en France, absolument. Tu as un crédit inter-entreprise qui est de 672 milliards d'euros. Donc, c'est la première source de financement des entreprises. Donc, c'est des chiffres qui donnent le tournis. Et un jour, j'avais une grosse facture que me devait une débitrice, en l'occurrence, avec qui j'avais échangé pendant 3-4 mois, qui m'avait envoyé valser nombreuses fois en me disant que j'avais qu'à faire une procédure judiciaire et qu'on verrait dans 6 mois ce que ça donnerait. Ah ouais, quand même. Ouais, et à ce moment-là, la boîte ne va pas bien du tout. Donc, je suis un peu sur les nerfs, je dois dire, parce que l'avenir est un peu sombre. Et donc, du coup, je lui envoie un email dans lequel je lui dis que voilà, en fait, j'étais tombé sur sa page Facebook parce que je la recherchais sur Facebook et je tombe sur sa page Facebook où je vois des photos de son épicerie fine. Je vois plein de photos qu'elle mettait de son épicerie fine. Et dans ces photos, il y avait une grande partie de produits que nous, on vendait, mais il y avait aussi d'autres produits qu'elle n'avait pas achetés chez nous, mais qui venaient de marques que je connaissais super bien, avec lesquelles on travaillait nous-mêmes depuis très longtemps. Et donc, je lui envoie un mail en me disant que l'histoire a assez duré et que si elle ne me règle pas ce qu'elle me doit, et on parle d'une grosse somme, je n'hésiterai pas à prendre mon téléphone, à contacter tous les patrons de ces marques que je connais très bien, avec qui je bosse depuis vraiment très longtemps, et à leur dire qu'elles ne règlent pas ces factures parce que l'épicerie fine, c'est un tout petit monde, on se parle tous et on fuit tous, entre guillemets, le risque d'impayé. Ça a fait tilt, puisque le lendemain matin, j'ai reçu dans ma boîte mail une preuve de virement, mais même pas de 20 ou 50%, j'ai reçu une preuve de virement de 100% de la somme qu'elle me devait. Donc, comme quoi, elle avait l'argent pour me payer, en l'occurrence. Et ça a un peu fait tilt, et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de créer RubyPayer. Waouh, ça, j'adore. Tu peux montrer ton logo allumé, s'il te plaît? Je kiffe. C'est le logo du bureau, je l'allume. C'est le petit néon que tu as dans ton bureau. C'est très discret. Ruby Payer. Mesdames et Exactement. messieurs, Ah, on y arrive. voilà. Donc, Ruby Payer. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est exactement Ruby Payer? Ouais, Ok, puis on va détailler après. ça marche. RubyPayer, en fait, c'est très simple. C'est une solution de recouvrement de créances B2B. Donc, en gros, notre travail,
Et notre outil permet de recouvrer des créances entre professionnels, quel que soit leur montant, dans une ancienneté maximum de 5 ans, puisqu'une facture B2B est valable 5 ans, et quel que soit le débiteur. Et donc, du coup, l'outil est un outil 100% digital sur lequel on peut ouvrir un dossier de recouvrement avec le suivi de son dossier. Et on a 3 formules, le recouvrement amiable, le recouvrement judiciaire et le recouvrement forcé. La particularité de l'outil, et ce qui fait sa différence avec tous les systèmes de recouvrement qui existent en France aujourd'hui, c'est une dimension communautaire qui permet de rendre la solution ultra efficace, puisqu'en fait, on s'appuie sur un annuaire qui recense l'intégralité des sociétés françaises, sur lequel d'ailleurs on a tout un tas d'informations, on en reparlera peut-être tout à l'heure, et qui nous permet potentiellement de signaler un retard de paiement en cas de non-paiement, en cas de non-recouvrement de la créance. Donc voilà, c'est le principe de RubyPayer. Point. Et alors, j'aimerais que tout le monde, vous repassiez cette petite séquence, c'est ce qu'on appelle un elevator pitch. Il est, il est top. On comprend exactement ce qui se passe. Ok, donc tu as créé cette RubyPayer Ouais. Et tu l'as lancé quand du coup? Alors, le RubyPayer, ça a été lancé début 2019, donc c'est une société qui est assez récente et qui a été lancée au final assez rapidement, puisque j'ai pu apprendre de toutes les erreurs que j'avais pu faire dans mes précédentes sociétés pour monter quelque chose un peu plus proprement que ce que j'avais pu faire par le passé. Ça fait partie à mon sens en tout cas, des gros avantages de s'être planté par le passé, c'est d'avoir retenu pas mal de leçons et d'arriver à sortir un produit plus rapidement et pour moins cher. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de Et faire pour Udemy. quand tu dis rapidement, ça veut dire en combien de temps tu l'as monté? À partir du moment où tu t'es dit je me lance, au moment où tu l'as sorti? Alors, entre le moment où j'y ai pensé et le moment où je me suis dit je me lance, il s'est passé quand même un petit peu de temps parce qu'il y a eu tout un travail juridique à faire pour vraiment aborder les choses par rapport au système communautaire. Donc là, il y a eu pas mal de temps avec des avocats, des spécialistes de tous les domaines qui nous permettaient d'être conformes à la loi française. Et à partir du moment où on a dit go, il a fallu 4 mois pour lancer le produit. Donc 4 mois pour développer l'application et le site internet. Absolument. Et la version qu'on a sortie début 2019, clairement, c'est une version qui est très proche de celle qu'on a aujourd'hui. Et elle était vraiment assez développée dès le début. Et quelque part, en plus, tu as eu du nez. Alors, c'était développé en interne ou tu l'as fait développer en externe, les outils? Alors, en fait, j'ai travaillé avec des gens que je connais depuis très longtemps, avec lesquels j'ai travaillé sur plusieurs projets, notamment Des marketplaces? absolument, qui ont des compétences que je n'ai pas dans le développement technique. D'accord, donc en fait, tu avais déjà une équipe technique qui tenait la route, et ce qui t'a permis d'aller très très vite. Ok. Absolument. Et on peut dire que Et tu as eu du des nez, gens en donc qui j'avais confiance. Et des gens en qui j'avais confiance parce que pour le coup, quand on développe comme ça et qu'on remet le développement dans les mains de quelqu'un qui n'est pas, entre guillemets, fondateur de la société, il faut avoir confiance parce que derrière, ça peut avoir des conséquences très importantes. Et voilà. donc c'était externalisé. Absolument, c'était externalisé. D'accord. Ouais. Ben, c'est bien, ça va dans ma théorie du cafard, j'adore. Dans le sens de la théorie du cafard. On Et va le parce que je ne la connais pas, celle-là. tu connais pas? Non, je la Ah, connais pas. attends, mais il faut que j'ai même fait une formation dessus. On Je coupera, mais regarde. en gros, l'idée, c'est que les sociétés, enfin les startups, on Ouais. oublie souvent que c'est d'abord des entreprises, d'accord? Et que tu as deux modèles finalement, enfin, tu as plusieurs modèles de développement de startup, mais tu as ce que j'appelle le modèle licorne. C'est que tu vas lever, tu vas lever, tu vas lever sans forcément même faire du chiffre d'affaires. Mais Ouais. le business model au départ de la startup, c'est de la levée de fonds pour pouvoir grossir vite, pour pouvoir apprendre à marcher très très vite. Et à l'opposé, moi j'ai fait le modèle du cafard. Alors c'est pas moi qui ai trouvé l'idée du Ouais. cafard, c'est Katarina Fake qui est une sorte de gourou là, de la Silicon Valley qui a co-créé notamment PayPal et qui D'accord. avait dit en 2015 dans Medium, il va y avoir une crise parce que c'est récurrent et ce jour-là, toutes les licornes vont être balayées par la crise. Et il va rester que des trucs super durs à cuire, etc. C'est les cafards. Et en Ok. gros, et donc le cafard, finalement, c'est une société qui arrive à faire du chiffre d'affaires et à vivre de son chiffre d'affaires et donc qui peut résister à une crise, qui peut faire des levées de fonds, hein, mais qui de toute façon est suffisamment autonome pour que même s'il y a une grosse crise, elle reste et puis elle s'autonomise. Donc j'ai fait toute une formation dessus en mettant mes 15 années d'expérience dans l'entrepreneuriat, en voyant ce que j'ai vu autour, et pour créer ce modèle solide de start-up. D'accord. Fin de l'aparté. Donc tu connaîtras maintenant la stratégie du cafard. Euh,
Oui, alors, tu as eu du nez parce que tu lances début 2019, juste avant la crise du Covid, quelque part, enfin en tout cas la chute du fonctionnement économique de la société, enfin de la France, de l'Europe, du monde, et du coup tous les impayés qui vont avec. Parce que moi à ce moment-là, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit non, on va te payer, mais on va d'abord voir si notre trésorerie tient, on va voir ce qui se passe. Et c'était des grosses structures, alors que moi j'étais une toute petite boîte avec à ce moment-là. Alors, j'ai eu du nez, oui et non, dans le sens où déjà, on pourrait faire la chose à l'envers. Ma précédente société, du coup, qui était un e-commerce dans l'alimentaire, je pense qu'elle aurait cartonné en ce moment. Ah, Parce que quand on voit à quel point il est aujourd'hui difficile de se fournir à la fermeture des commerces et tout ça, ouais. je pense que le e-commerce en ce moment, ça marche du feu de Dieu. Mais oui, en effet, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que très rapidement, il y a eu une assez grosse, comment dire, un assez gros succès de la solution avec beaucoup de clients qui ont fait appel. Et ça a été amplifié avec cette crise du Covid parce que, comme tu l'as dit, il y a eu une grosse tension sur les délais de paiement. D'un côté, tu avais des créanciers qui voulaient absolument encaisser l'argent le plus rapidement possible par peur que leur débiteur fasse faillite, parce qu'on a quand même parlé, et on en parle encore, et je pense qu'on va en parler pendant longtemps, de pas mal de faillites qui vont arriver. Et de l'autre côté, tu avais un phénomène de rétention de trésorerie de la part des débiteurs qui était un petit peu en mode je ne sais pas trop de quoi demain ça fait, je vais temporiser un petit peu les paiements. On a vu des histoires passer sur LinkedIn, on les a tous vues, où tu avais carrément des sociétés super connues qui voulaient renégocier des factures ou qui mettaient un stop sur tous les paiements. En tout cas, on n'a pas ça sur le deuxième confinement. On l'a eu sur le premier, mais pas sur celui qui se passe en ce moment. Mais oui, il y a eu des choses assez incroyables qui sont passées, ça c'est sûr. Et nous, on a multiplié par 8 notre activité avec le confinement, le premier confinement. Ok. Et alors, 8. Ouais, par 8, ouais. Ah oui, du jour au lendemain quasiment. Quasi du jour au lendemain, et avec une équipe qui devait s'agrandir parce qu'on avait levé des fonds juste avant, donc on devait recruter pas mal de monde, sauf que recruter en confinement, c'est très compliqué. Au début, je ne voulais pas le faire, et au bout d'un moment, on a dû le faire, donc recruter des gens sans jamais les rencontrer, Mhm. c'est quand même spécial. Et au final, voilà, c'était un peu compliqué à gérer, mais bon, on ne va pas se plaindre parce que certains ont hélas eu une baisse d'activité. Nous, on a eu la chance d'avoir une augmentation d'activité. Ok, bah ça, c'est donc, tu as eu le nez creux. Alors, peut-être pas pour l'ancienne activité, mais pour la nouvelle aussi. Enfin, t'aurais pu cartonner sur les deux en même Voilà. temps. Et donc, tu dis que tu as fait une levée pour cette société, donc assez rapidement, parce que tu dis qu'elle a été créée, qu'elle a été lancée en début d'année Ouais, 2020, 2019. Ouais. Non, et en début d'année 2019. 2019, le lancement, oui, tout à fait. D'accord, ok. Donc, un an après, tu es arrivé sur. Mais tu faisais déjà du chiffre d'affaires. Absolument. D'accord. Oui, Et absolument. donc tu as fait une levée avant le Covid. J'ai fait en fait, la levée de fonds qu'on a fait, elle s'est fait en deux tranches. On a fait une première tranche juste avant le Covid parce qu'on l'a fait fin 2019. Mhm. Et la deuxième tranche, on l'a validée début 2020. Ok. Voilà. Et, euh, donc là, actuellement, vous êtes combien de personnes puisque tu as dû embaucher pendant le Covid? On est une équipe de 6 personnes, bientôt 7. Donc, ça reste une petite équipe. Ça nous permet aussi, enfin, c'est dû aussi au fait qu'on a beaucoup d'automatisation et beaucoup de tech dans l'outil. Et donc, c'est vrai que bah, les ressources humaines ne sont pas forcément les mêmes que pour un cabinet de recouvrement, entre guillemets, classique. Ok. Alors, justement, en parlant des cabinets classiques, qu'est-ce qui, toi, tu te distingues de l'existant, c'est-à-dire des cabinets de recouvrement, des avocats, des huissiers, qu'on peut Alors, utiliser aussi. le marché du recouvrement, c'est un marché qui est assez important. Tu as plus de 500 cabinets de recouvrement en France. Tu as, comme tu le dis, des avocats qui travaillent sur le recouvrement. Tu as des huissiers de justice qui travaillent sur le recouvrement. Nous, d'ailleurs, on travaille avec des huissiers de justice pour toutes les procédures judiciaires. Ce qui distingue la solution RubyPayer de tous les autres, je dirais que c'est la digitalisation. Aujourd'hui, on a essayé de faire une étude assez globale du marché du recouvrement. Et en fait, tu as très, très peu de digitalisation. Quand je dis digitalisation, ce n'est pas juste avoir un site Internet. Je parle de vraie digitalisation de la procédure avec le suivi des procédures sur un espace client, des relances automatisées, ce genre de choses. Tu as assez peu de cabinets de recouvrement qui ont ça. L'autre point, c'est le prix, parce qu'au niveau du prix, je pense qu'on est très, très bien positionné en termes de prix. Et le point le plus vraiment principal et qui fait la différence, en tout cas entre notre offre et d'autres offres qu'on peut trouver sur le marché, c'est cette dimension communautaire dont je te parlais tout à l'heure,
avec la possibilité de signaler un retard de paiement qui rebat réellement les cartes du recouvrement on va dire, en remettant sur un pied d'égalité débiteur et créancier, puisque le constat qu'on a fait et qui est partagé par beaucoup de nos clients, c'est qu'aujourd'hui, les débiteurs évoluent dans un sentiment d'impunité qui est lié au fait que l'accès au recouvrement judiciaire est cher et long et qui fait qu'énormément de sociétés vont s'asseoir sur des créances par flemme ou autre d'aller en recouvrement judiciaire. Et ça, les débiteurs le savent. Alors, je pense qu'on va prendre tout ce que tu viens de dire en détail parce que je pense que chaque détail a son importance. Donc, le tableau, enfin la digitalisation de l'expérience, ce qu'on n'a pas chez un avocat ni chez un huissier de base, parce qu'on a... Ah ouais. Tu as des huissiers qui ont totalement pris le virage du digital, ça existe. On va dire qu'en tout cas, en effet, il y a beaucoup moins de digitalisation chez les avocats et chez les huissiers de façon générale. Je dis bien de façon générale. Mais là, nous, quand on accède finalement à RugbyPayer, on a vraiment un tableau où on est tenu au courant, étape par étape, de toute la procédure. D'ailleurs, quelle différence tu vas avoir entre la procédure RugbyPayer et celle d'un avocat ou d'un huissier, par exemple? Alors en fait, tout dépend de quel type de recouvrement on parle. Si on parle de recouvrement amiable, qui est la première phase chez nous, le but du recouvrement amiable, c'est qu'un tiers, donc tu crées une relation tripartite avec ton client, donc il y a un tiers qui intervient, ce tiers, ça peut être un avocat, un huissier, un cabinet de recouvrement, va prendre contact avec le débiteur par différents moyens, ça peut être des recommandés, des SMS, des emails, des appels, pour trouver une solution amiable pour récupérer la créance. Donc sur ça, on va dire que tous les acteurs ont le même objectif, pas forcément exactement la même méthode, parce que certains vont envoyer un courrier recommandé, d'autres vont passer des appels, d'autres vont tout faire. Nous, chez nous, c'est courrier recommandé, SMS, appel et plusieurs emails, avec des liens de paiement et ce genre de choses. Et en fait, la vraie différence que tu me demandes sur cette phase amiable, c'est clairement la dimension communautaire. C'est là que la différence va se faire par rapport à d'autres procédures qu'on peut trouver chez d'autres acteurs du recouvrement. Alors, allons-y, parlons de cette dimension communautaire, parce qu'elle est quand même fonctionnellement assez intéressante. Enfin, en tout cas, tu m'as déjà fait une démonstration, donc je vois à peu près comment ça fonctionne. Explique-nous. Alors, le principe, il est très simple. C'est de sortir le débiteur de son impunité. En fait, aujourd'hui, quand tu fais appel à un cabinet de recouvrement, ou en tout cas que tu essayes de recouvrer une créance de façon amiable, il n'y a pas de conséquences sur l'échec du recouvrement. Dans le sens où si tu as un débiteur qui ne souhaite pas donner suite à la procédure de recouvrement amiable, c'est-à-dire qu'il ne règle pas, il ne donne pas de nouvelles ou ce genre de choses, malgré des courriers recommandés, etc., le cabinet de recouvrement ou l'acteur du recouvrement va t'orienter vers une procédure judiciaire. Après, la question va être de te dire, est-ce que toi, tu veux aller en procédure judiciaire, oui ou non? Et clairement, la réponse, elle est un peu dictée par ta créance. Si tu as une petite créance, ça ne va pas forcément valoir le coup d'y aller. En tout cas, peu de gens y vont. À partir du moment où tu as ce constat-là, le constat il est assez simple quand tu te mets à la place du débiteur, c'est que pour une petite créance, tu n'es pas réellement inquiété. Parce que, un, tu sais qu'un cabinet de recouvrement en phase amiable ne va rien pouvoir contre toi. Et deux, si tu pars tu as quand même des forts doutes que ton client aille jusqu'au recouvrement judiciaire. Et même s'il y va, tu peux faire durer la procédure assez longtemps avec différentes démarches que j'éviterai de détailler pour ne pas donner de bonnes idées à certains. Et donc, du coup, nous, pour lutter contre ça, on a créé un système qui permet justement de mettre en avant le signalement d'un retard de paiement. Pourquoi? Parce que ne pas payer ses factures, ça ne dérange pas certaines sociétés. En revanche, que ça se sache, ce n'est pas du tout la même histoire. Et donc là, tu as un changement de comportement du débiteur. Et ça, on l'observe dans nos dossiers de recouvrement, puisque certains dossiers qui nous sont confiés ont déjà été placés en recouvrement avec d'autres méthodes en échec, pour lesquels on arrive à récupérer la créance et parfois assez rapidement. Donc, du coup, Continue. Le principe, du coup, c'est que pour rendre ce retard de paiement visible, il fallait un support. Donc, on a créé un annuaire qui recense l'intégralité des sociétés françaises, qui fonctionne un petit peu comme société.com dans le principe. On a bénéficié d'ailleurs de la loi Macron qui permet de rendre en open data tout un tas d'informations incroyables qu'on peut rendre disponibles dans cet annuaire. Donc aujourd'hui, tu as 14 millions de fiches sociétés dans l'annuaire RugbyPayer, tu as 257 millions de données qui sont librement accessibles, dont certaines données hyper intéressantes, comme par exemple les statuts, les PV d'AG, les comptes annuels, les conventions collectives, les bénéficiaires effectifs, etc. Tout ça, c'est disponible sur RugbyPayer de façon gratuite. Juste, je te coupe pour expliquer l'intérêt de la chose.
C'est quand on fait des études de marché, par exemple, quand on va voir la concurrence ou quand on veut voir comment est structurée certaines sociétés, c'est le genre de fichier qui est hyper important parce que finalement, on a toute la vie de la société qui est dedans. On a même les comptes. On peut même regarder, du coup, si on sait lire les comptes, évidemment, l'état des dettes. D'ailleurs, c'est intéressant, je pense que tu vas en parler pour savoir si la société est solvable. L'état des crédits, est-ce qu'elle a du cash d'avance, comment est structurée toute l'arborescence de la boîte, quelles sont voilà, il y a tout un tas d'informations qui sont hyper importantes, hyper intéressantes pour faire des études de marché. Absolument. Et je fais une petite aparté. Ces informations, elles étaient déjà disponibles sur pas mal d'annuaires. Je citais société.com, il y en a d'autres. Sauf que jusqu'à maintenant, elles étaient payantes. Et en Exactement. fait, grâce à la loi Macron, on rend ces données gratuites, librement, sans limite. Et ça, à mon sens, c'est une vraie révolution dans l'accès à la data. Et donc, je reviens sur mon point. Donc, on a créé cet annuaire. Et cet annuaire, il est visible à la fois sur RubyPayer, mais aussi, il est indexé par les moteurs de recherche. Donc, évidemment, on a un travail de référencement naturel qui est très important. Et le principe, il est extrêmement simple. Quand on lance une procédure de recouvrement sur RubyPayer, on va se donner 3 semaines pour le recouvrement amiable pour trouver un accord avec le débiteur, pour trouver une solution. Mais si à l'issue de cette phase, on n'a pas d'accord, on n'a pas de solution, et sous certaines conditions, parce qu'évidemment, on respecte la loi, il y a des conditions à respecter, on va avoir la possibilité de signaler le retard de paiement. Et ce signalement du retard de paiement, il va prendre une dimension quantitative pour le débiteur qui va, en tout cas dans un certain nombre de cas, amener le paiement. Et heureusement, on n'a pas du tout besoin d'en arriver là dans l'immense majorité des cas, puisque la phase de recouvrement amiable, avec le fait qu'on indique au débiteur que potentiellement il peut y avoir un retard de paiement signalé, fait qu'on arrive à résoudre beaucoup de cas rapidement. Voilà Alors, le principe. le signalement, concrètement, comment il se matérialise? Alors là, je vais te partager mon écran Allez, vas-y. pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, hop, je partage l'écran. Est-ce que tu vois RubyPayer? Oui, très bien. Parfait. Donc, je te parlais de l'annuaire. Donc, l'annuaire, il est accessible directement dans le menu. Donc, voilà, tu as les 14 millions de fiches, les 257 millions de données dont je te parlais. Et sur cet annuaire, tu vas avoir la possibilité de rechercher la société de ton choix. Donc, évidemment, je vais prendre un exemple avec un retard de paiement signalé. C'est le principe pour te montrer comment ça se passe. Donc, je vais taper le nom d'une société pour laquelle on a un retard de paiement signalé, France. Sur la fiche de cette société, tu vas avoir ce genre de choses et tu vas avoir la mention du retard de paiement signalé. Donc là, ici, on est sur 1030 jours de retard. Alors, tu vas me dire, c'est cool, mais aujourd'hui, tout le monde ne connaît pas RubyPayer. Exactement. Qui va faire la démarche d'aller rechercher dans l'annuaire RubyPayer, ce qui n'est pas forcément fait par tout le monde. Et donc, c'est pour ça que l'annuaire est indexé par les moteurs de recherche. Et donc, quand tu vas sur Google et quand tu fais une recherche en tapant justement, tu vas avoir la mention du signalement du retard de paiement qui va apparaître ici. Directement en première position dans Google, quoi. Alors là, l'exemple que je t'ai pris, tout le monde peut le refaire chez soi. Vous verrez que c'est en première position. Tout notre travail aujourd'hui, c'est d'axer nos efforts sur le référencement naturel pour que les résultats remontent le mieux possible, pour qu'ils aient un impact. Évidemment, si demain tu nous ouvres un dossier contre L'Oréal, on ne va pas être premier au niveau du signalement du retard de paiement, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas, on arrive à avoir de très bons résultats en termes de référencement. Plus le temps va passer, meilleurs seront les résultats, puisque le référencement naturel, c'est aussi une histoire de temps. Et en tout cas, on met tous les moyens nécessaires pour y arriver. Donc ça, c'est très très fort. C'est du SEO pur, quoi. Ouais, là, on est vraiment dans une stratégie SEO pure. Bravo. Parce que c'est pas déjà faire remonter sa boîte en première position, c'est pas simple. Mais alors, faire remonter une information sur une boîte autre qui n'est pas la sienne, c'est très très fort. Bah, du coup, comme tu l'as vu, c'est un enjeu majeur chez nous. Et donc, c'est vrai que lors de la levée de fonds, on a aussi levé des fonds pour ça. Pas que pour ça, bien évidemment, mais on a aussi levé des fonds pour ça. Et c'est pourquoi, et on a eu la chance de faire rentrer dans l'actionnariat Andrea Ben Saïd, qui est le fondateur d'Eskimos, qui est une des premières agences de référencement naturel en France. Peut-être même la Et première, non? qui nous permet d'avoir dans l'équipe quelqu'un dont c'est le métier. Bon, on profite pour saluer Andrea. Andrea. Et alors, il y a un autre point que tu n'as pas mentionné dans tes avantages. Ouais. Alors, devine Lequel? lequel c'est. Alors, Heureusement que je suis là pour te rattraper. j'ai pas dit j'ai oublié de dire qu'on était sur une rémunération qui était uniquement au succès. Donc, le client ne Ouais. paye que si on récupère la créance. Mais ça, on peut trouver des concurrents qui le font.
Absolument. Je n'ai pas dit non plus qu'on n'avait pas de montant minimum de créance. Tu Ah, peux ouvrir un dossier quel que soit le montant. ça c'est très important. Ouais. Et ça, pour le coup, c'est une vraie différence. Alors, on n'est pas du tout les seuls à le faire, mais en tout cas, ce n'est pas la norme sur le recouvrement aujourd'hui en France. Et l'avantage, c'est que ça permet d'ouvrir le recouvrement à toute une tranche de factures qui, jusqu'à maintenant, était un peu exclue du recouvrement de créances. Et donc, du coup, nous, ça nous a ouvert, en tout cas, beaucoup de clientèle sur des logiciels SaaS avec des facturations mensuelles peu élevées, mais qui avaient un volume de factures très, très, très important et pour lesquels on peut intervenir sans limite de montant. Donc à partir de 1 euro, je peux faire appel à RubyPay. Ouais, on va pas être super content si tu fais une facture de 1 euro. Ouais, on va la prendre, c'est sûr et certain. Il n'y aura D'accord. pas de, il y Et aura pas de limite au niveau du je montant. pense pas qu'il y en ait énormément non plus de 1 euro. Enfin, pour 1 euro, personne. Vraiment, les petites factures qu'on nous confie, ça commence aux alentours de 100 euros. C'est les plus petites factures. Généralement, c'est des SaaS mensuels. Et même quand c'est des montants comme ça, ou même un peu moins, généralement, les gens attendent plusieurs mensualités avant de confier le dossier. Et donc, au final, quand tu additionnes les mensualités, tu te retrouves sur un montant qui est un peu plus important en Sûr, réalité. bien sûr. D'accord. Et donc, tu as tes clients, c'est quoi? C'est des petites entreprises? Alors, aujourd'hui, on a plus de 1500 sociétés qui font appel à notre service de façon récurrente. On a dans ces sociétés-là des startups, pas mal de startups, dont certaines super connues, certaines qui font aussi partie du Next 40, par exemple, qui sont des clients fidèles. D'accord. On va avoir des TPE, des PME dans des secteurs d'activité ultra classiques, comme le BTP, comme la production industrielle ou ce genre de choses. On va avoir beaucoup d'indépendants et de freelance. On a d'ailleurs noué des partenariats avec des acteurs clés du freelancing, comme par exemple WeMind ou Freebie. D'accord. Et on va avoir aussi certains grands comptes. Alors, on en a peu, mais on en a certains pour une raison très simple, c'est que les grands comptes, ils ont pas mal d'équipes de credit management en interne, mais sur des dossiers ponctuels sur lesquels potentiellement ils n'y arrivent pas, entre guillemets, ils peuvent nous confier des dossiers de temps en temps. On a plus de grands comptes en débiteur qu'en client, on va dire. Beaucoup Oui. plus. Ouais. Ouais. Et alors, justement, tu parlais de L'Oréal tout à l'heure, mais est-ce que ça marche, par exemple, si c'est L'Oréal qui me doit de l'argent ou si c'est une très grosse structure? Est-ce que tu Ouais. penses que moi, petite société de start-up, 10, 15, 20, 50 personnes, je peux arriver à obtenir le paiement de mes créances? Alors, oui, ça marche, et ça marche même mieux que sur des petites structures, pour une raison hyper simple. Aujourd'hui, CDLS France, la société que j'ai prise comme exemple, ne se soucie pas forcément de son image de la même façon que peut le faire L'Oréal. Aujourd'hui, l'image et la réputation des grandes sociétés, Mhm. ça fait partie de ce qu'elles ont de plus cher, et donc elles sont hyper attentives à ce genre de choses. Et nous, quand on a des procédures contre des grosses sociétés, notamment du CAC 40, on a une résonance qui est super importante, et généralement, les dossiers sont résolus extrêmement rapidement. D'accord. Donc finalement, c'est plus facile de récupérer une créance d'un gros que d'un petit, quoi, quelque C'est pas part. forcément plus facile, mais en tout cas, c'est pas plus dur. D'accord. Pas plus dur. Et si moi, je suis une start-up ou un Ouais. indépendant et que j'ai un très gros client qui a fait 80% de mon chiffre d'affaires, donc moi j'ai pas envie de le perdre. Qu'est-ce que tu recommandes dans ce cas-là? Est-ce que j'attaque? Enfin, est-ce que j'attaque? Est-ce que je le mets en recouvrement? Alors, nous, on recommande toujours la même chose auprès de nos clients. Le recouvrement doit être, entre guillemets, la dernière solution. Avant de passer au recouvrement, il faut d'abord prendre contact avec son débiteur, relancer son débiteur. Ça peut passer par un courrier recommandé si les emails n'ont pas eu de réponse. Ça peut passer aussi par un appel téléphonique, mais c'est super important de faire la démarche de contacter son débiteur pour comprendre où est le problème. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui court, mais qui est de moins en moins vrai, qui est le fait que faire du recouvrement, c'est nuire à sa relation client. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, étant donné qu'on fait du recouvrement quand on a déjà tout mis en place pour récupérer sa créance. Et si on a tout mis en place et qu'en face de ça, on a quelqu'un qui ne nous répond pas, qui fait le mort, ou qui ne propose pas une solution, comme par exemple un échéancier qui peut être une solution, ou qui indique voilà, qu'il a des difficultés en ce moment, ce qui peut tout à fait s'entendre, mais qui est prêt à aller dans le bon sens, à partir de ce moment-là, faire du recouvrement de créances, c'est juste la normalité de récupérer son dû. Et se faire aider et créer une relation tripartite pour le faire, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique, c'est efficace. Mais en tout cas, ça passe avant, à mon sens,
par de la relance amiable auprès de ton client pour comprendre où est le problème, pourquoi il n'a pas payé, parce que parfois, ça peut être une facture qui a été mal transmise, ça peut être un oubli, ça peut être n'importe quoi, une difficulté passagère. Et ça, c'est des choses que tu peux éviter en relançant de façon très cordiale ton client. Alors, moi, je constate que j'ai utilisé les services de RubyPayer pour une créance qui datait de 2017. On est en Ouais. 2020, hein. 2017, que je vais relancer effectivement plusieurs fois, mais c'est vrai que c'est long, c'est ce que tu disais au tout départ, hein. C'est fatigant, c'est usant, tu n'as pas envie de franchement te prendre la tête au jour le jour. Mais c'était quand même une créance de plus de 1 000 euros. Et, euh, et moi, j'avais fait des efforts, j'ai appelé la personne, j'ai été gentil, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est une fois que je l'ai lancé à RubyPayer, et même si c'est un gros, ça a été réglé en quelques semaines. Donc, Je crois qu'on l'a même eu plus rapidement que ça parce que j'avais regardé là, le dossier et je crois qu'on l'a vu en 9 jours. Donc, oui, mais tu ouais, sais pourquoi? C'est parce que je t'avais dit que si tu y arrivais, je t'interviewerais c'est vrai, c'est métier. vrai. Et je t'avais dit que j'allais en parler à l'équipe et qu'on avait une grosse pression sur ce dossier. Donc, Voilà. quand j'ai vu le paiement arriver sur le compte séquestre, j'étais assez content. Bravo, en tout cas, moi, je suis très content aussi, hein. Bon, bah, tant mieux, c'est Euh, essentiel. est-ce que toi, tu as un conseil à donner pour faire de la prévention justement sur le retard de créance, quoi? Il y a énormément de prévention à faire et il y a des choses qu'on observe qui sont hélas super fréquentes et pourtant évitables de façon très simple. Aujourd'hui, on a des clients qui viennent nous voir, qui nous confient des dossiers. Tu n'as pas de contrat, il n'y a pas de devis, il n'y a pas de bon de commande, il n'y a pas de bon de livraison, il n'y a rien. Rien du tout. Et parfois, au mieux, il y a un email. Le problème, c'est que l'email, ce n'est pas un document contractuel tel que peuvent l'entendre certains tribunaux. Et donc, du coup, le recouvrement, il devient super compliqué à ce moment-là. Et il devient d'autant plus compliqué que souvent, le débiteur est conscient du fait qu'il n'y a pas ce document qu'il manque. Et faire du recouvrement de créances dans ces conditions, c'est se tirer une balle dans le pied. Et il n'y en a pas réellement besoin parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. Le conseil que je peux donner, c'est de toujours, toujours, toujours contractualiser sa relation avec son client. Contractualiser sa relation, ça peut être à travers un bon de commande, un devis, un contrat, un bon de livraison. Et aujourd'hui, c'est tellement simple de faire signer quelque chose en signature électronique que franchement, c'est trop dommage de ne pas le faire et de potentiellement prendre le risque de ne pas être payé derrière. Donc, mon conseil premier et qui est le plus important, c'est contractualiser la relation. D'accord. Et quand tu parles de signature électronique, est-ce que tu penses à des sociétés qui font de la signature électronique ou est-ce que euh, quand on a un contrat, on copie des fois sa signature, on la colle sur le PDF ou sur le Word, on imprime. Est-ce que ça fonctionne, ça? L'idéal, c'est de passer, c'est soit de faire signer manuscritement avec un tampon et de faire scanner le document, c'est l'idéal. La solution digitale qui est l'équivalent, c'est de faire une signature électronique à travers un DocuSign, un YouSign, quelque chose comme ça. Après, on a déjà eu des dossiers signés à la main, enfin, tu sais, avec les outils PDF où tu peux signer avec le trackpad, des choses comme ça. Nous, c'est passé. Notamment, ça a été accepté par des tribunaux. Maintenant, l'idéal, c'est quand même une vraie signature avec un tampon ou une signature électronique. D'accord. OK. Euh, oui, tes taux de réussite. Alors, si on parle des taux de réussite, il faut savoir de quoi on parle. Donc, on a deux taux de réussite différents. Le premier taux de réussite, c'est sur la phase amiable de la procédure. Donc, la phase amiable, c'est la phase 1, recouvrement amiable. Sur cette phase amiable, on va avoir un taux de réussite de 76%, qui est un bon taux de réussite. En tout cas, moi, je le considère comme un très bon taux de réussite. Et si on additionne les autres procédures, donc judiciaire et recouvrement forcé, qui sont les procédures 2 et 3 chez nous, on va dépasser les 84% de succès. Comment est calculé ce taux de succès? Il est tout simplement calculé sur l'intégralité des dossiers qu'on nous donne, auxquels on soustrait les dossiers non recouvrables. Et les dossiers non recouvrables, c'est tout simplement les dossiers pour lesquels les débiteurs sont en procédure collective ou qui ont fermé leur société, qui sont ratés du RCS ou ce genre de choses. Tout simplement. D'accord, donc c'est quand même des super taux de recouvrement. Et, Oui, en tout cas, nous, on considère que ce sont des bons taux. et il y a quelque chose dont on avait parlé aussi, c'est la stratégie de communication que tu utilises puisque tu es une société digitale. Euh, donc, on a dit que tu passais pas mal par LinkedIn. Oui, LinkedIn, ça fait partie des canaux. Alors, pour l'acquisition, on utilise quasiment tout ce qui existe sur le marché. On fait du cold emailing. Ouais. Donc, on a
une grosse procédure de cold emailing avec pas mal d'automatisation, avec des outils vraiment géniaux qui permettent d'automatiser tout ça. On a évidemment de l'acquisition via AdWords, via YouTube et ce genre de choses, où là, on va cibler des mots-clés sur lesquels on va essayer de se positionner. On a une stratégie sur les réseaux sociaux, notamment avec du remarketing sur Facebook, sur LinkedIn, etc., etc. On teste pas mal de choses en ce moment sur LinkedIn avec des outils qui sont assez sympas, notamment un outil qui est sorti il n'y a pas super longtemps qui permet de prospecter par des messages sponsorisés dans LinkedIn avec des scénarios sur lesquels le prospect peut cliquer sur un bouton et ça va lui faire une réponse intelligente. Ça permet d'entretenir une sorte de conversation et amener l'utilisateur à créer un lead. Donc, c'est assez intéressant. Et on utilise aussi le côté réseaux sociaux, mais nous-mêmes, sans sponsor, avec des publications. Et évidemment, le référencement naturel, où on essaie de se positionner avec un guide qu'on a créé qui comporte quasiment 150 articles sur lesquels on essaie de se positionner sur des mots-clés qui sont pertinents pour notre marché. Et pour toi, quels sont les meilleurs, enfin, le ou les meilleurs canaux qui fonctionnent actuellement? Alors, nous, on a le cold emailing qui est couplé à du phoning et qui, franchement, marche bien. Honnêtement, c'est un outil qui marche. On a beau dire ce qu'on veut, c'est peut-être à l'ancienne, mais ça fonctionne. Et après, bah, tu as l'Eternal AdWords qui reste un outil sûr, mais qui coûte cher. Et trouver un modèle d'acquisition sur AdWords, un modèle de rentabilité pardon, sur AdWords, c'est pas évident. Ça demande du temps, donc c'est pas évident. Donc moi, je dirais qu'aujourd'hui, le référencement naturel et le cold emailing avec le phoning, c'est ce qu'il y a de mieux. D'accord. Je parlais de LinkedIn parce que c'est là qu'on s'est connus, hein. Ouais, tout à fait. Je crois que j'ai fait le tour de mes questions. Ouais, je crois que j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que toi, tu aurais un message à faire passer à l'écosystème entrepreneurial? Bah, ouais, il y a un élément dont on n'a pas parlé, parce qu'on a parlé du signalement du retard de paiement. C'est bien beau de signaler un retard de paiement et c'est efficace. Mais ce qui est encore mieux, c'est de signaler des bonnes pratiques de paiement et de mettre en avant ces bonnes pratiques. Donc, du coup, nous, on a créé un système de labellisation avec une charte qui s'appelle la charte Ruby, qui dicte des bonnes règles à la fois quand tu émets et lorsque tu règles une facture. Et on invite des sociétés à signer cette charte et à se labelliser Ruby Payer. Donc, à prendre cet engagement de payer leurs factures dans les temps. C'est d'autant plus important en ce moment. Et donc, du coup, sur l'annuaire Ruby Payer, tu as à la fois le signalement des retards de paiement, mais tu as encore plus de mise en avant de bonnes pratiques de paiement. Et l'idée aujourd'hui, notre objectif, c'est de devenir vraiment le label de référence des pratiques de paiement en France. Et que quand tu penses pratique de paiement, bah, tu penses Ruby Payer et tu puisses voir si d'un côté, tu as des retards de paiement qui sont signalés ou de l'autre, tu as au contraire des bonnes pratiques, des engagements qui font que tu peux accorder du crédit entre guillemets en confiance, puisque la confiance, c'est ce qu'il y a de plus important dans les relations entre les entreprises. C'est sur ça que repose le crédit interentreprise. Et je le répète, le crédit interentreprise, c'est la première source de financement des entreprises aujourd'hui. Et si la confiance s'effrite, c'est tout le crédit interentreprise qui tombe et c'est toute l'économie qui est remise en question. D'accord. Donc là, c'est du coup, finalement, là, c'est une approche positive du signalement. Absolument, c'est une approche positive. Et tu as beaucoup de sociétés qui, justement, font la démarche sur UbiPayer pour… On a quasiment 70% de nos clients qui font cette démarche de se labelliser et de prendre cet engagement. Et on a d'ailleurs certains clients qui sont labellisés, mais qui n'ont jamais ouvert de dossier de recouvrement chez nous parce qu'ils n'en ont pas le besoin, mais qui voulaient juste prendre cette démarche comme un engagement RSE. D'accord. Qui ont fait la démarche proactive sans être passé par le service de recouvrement. Exactement. Ok. Ok. Et ce label, comment est-ce qu'on le compare, par exemple, à… Tu sais, on peut regarder sur certains sites, peut-être société.com, mais certainement d'autres, qui font, eux, des analyses euh, de fonctionnement à partir des comptes de la société sur sa capacité à payer. Est-ce qu'il y a un équivalent? Comment ça… Oui, alors nous, on a un service équivalent qui est dans l'onglet solvabilité sur notre site. Donc, ça s'appelle les rapports de solvabilité. Et là, le principe, c'est de te permettre de télécharger pour un prix très intéressant, puisque c'est 8 euros par société avec un suivi d'un an, d'avoir une vision très globale de la santé financière de ton partenaire et d'avoir un indicateur de risque, une limite de crédit recommandée, un délai de paiement moyen, les procédures collectives, les privilèges URSSAF et trésor public et ce genre de choses. Et donc, du coup, de pouvoir dire, bon, bah voilà, ça va contribuer
à la confiance ou non que tu accorderas à ton client. Comme ça vient en plus du label. Absolument, c'est un service différent chez nous. On a la labellisation, le recouvrement et la solvabilité. Ok. Bah écoute, moi, j'ai pas d'autres questions à te poser. Si tu as encore un autre message, n'hésite pas. Non, non, bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour et on tient à la disposition de toutes les sociétés qui auraient besoin d'aide pour recouvrer leurs créances. Voilà, de toute façon, ce que je vais mettre, évidemment, c'est le lien dans la description de la vidéo. Et puis, ben, je te remercie, Alexandre, pour ton temps et Merci à toi. nous avoir présenté Ruby Payer, ton expérience, et puis aussi tous les, on va dire, les bonnes pratiques à mettre en place pour éviter justement de se retrouver dans cette situation complexe de recouvrement, qui n'est plus aussi complexe maintenant que Ruby Payer existe. Merci beaucoup, Serge. J'espère que les solutions qu'a évoquées Alexandre Bardin vont vous servir. Bon, j'espère qu'elles ne vous serviront jamais, que vos clients paieront leurs factures. En tout cas, si ça n'arrive pas, ce qui est sûr, c'est que pour vivre en paix, il faut préparer la guerre, disait Lao Tzu ou je ne sais plus qui. Enfin, bref. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la et surtout, abonnez-vous et puis faites-la connaître. Ça peut être utile pour plein de monde. Allez, ciao. Startup Sergio, le site internet. Le rond, c'est pour s'abonner. Le carré, c'est pour regarder une nouvelle vidéo. Super, à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner, hein.